Vous allez bien? Ça va. Bon, c'est agréable de se retrouver un samedi matin pour un événement autre qu'un rattrapage de CM, de TD ou pire, un examen. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour le premier événement dédié aux étudiants en droit. C'est un plaisir de venir à Lyon, puisque peut-être, comme certains le savent, j'ai fait ma licence à l'université Jean Moulin Lyon 3. Peut-être que certains d'entre vous sont également à Jean Moulin. Oui. Oui, certains, ouais. Donc, vous avez quel niveau à peu près? Licence, master, peut-être même lycéen? Licence. Vous m'entendez bien? Oui. Licence, master, j'ai entendu? Ok, super. Première année, deuxième année? Troisième? Bon, il y a un petit peu de tout. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question existentielle. La question à 1 million, comment réussir ses études de droit? Je pense que tout étudiant normalement constitué se pose la question. Finalement, à mon sens, pour réussir ses études de droit, il y a vraiment 3 piliers. Premièrement, c'est l'organisation. Ensuite, ça va être l'apprentissage, nécessairement. L'entraînement, l'utilisation des bons outils, la régularité et la discipline sur le même point. Et la curiosité. Et finalement, nous, on va s'attarder au premier pilier, qui est vraiment... je crois, non. Je crois que ça s'est déclenché. On va s'attarder sur l'organisation. Vous aurez ensuite la conférence de Morgane, alias Jurixio, pour la réussite de vos études à proprement parler. Donc finalement, il faut, avant de commencer, rappeler quelque chose. On ne naît pas organisé. C'est comme tout, hein, on le devient. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend et qui évolue nécessairement au fil du temps. On perfectionne ces méthodes d'organisation. Donc il ne faut pas avoir peur dans un premier temps d'avouer qu'on ne sait pas s'organiser, parce que ce n'est pas quelque chose finalement qui est anodin. Et finalement, quand vous êtes à la fac, vous ne pouvez pas vous contenter de vous dire que cette semaine, j'ai 3, 4, 5 CM, j'ai 3 TD, 3 copies à préparer, dans 3 semaines, j'ai un examen, dans 3 semaines et demie, j'ai un autre examen. C'est pas ça l'organisation. Ça, c'est vraiment du premier degré. Il faut aller beaucoup plus loin pour vous organiser. Et finalement, pour vous organiser, il faut un petit peu vous comparer à un logiciel d'ordinateur. Alors, suivez-moi bien. Il faut vraiment envisager votre organisation comme un logiciel, comme un processeur, et il faut techniquement vous programmer afin de vous organiser, et surtout afin d'automatiser le process et ne plus vous poser la question finalement quand vous vous levez. Vous passez 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure à vous demander ce que vous allez faire, et ça c'est une perte de temps. Il ne faut pas perdre de temps, il faut garder son temps un maximum pour bosser. Donc vraiment, il faut envisager la chose comme un logiciel afin d'automatiser et de vous mettre en pilote automatique, c'est-à-dire que vous avez tout prévu et vous n'avez plus qu'à bosser. Donc c'est ça vraiment la base de l'organisation. Et afin d'optimiser le process, moi ce que je vous propose, c'est d'adopter la méthode que j'appelle APE. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, pas spécialement. Alors, la méthode APE, elle repose sur 3 principes: anticiper, planifier et échelonner. Alors finalement, pour réussir son organisation à la fac, il faut vraiment appliquer ces 3 étapes. Dans un premier temps, au niveau de l'anticipation, finalement, comment peut-on réellement anticiper les choses? À ce niveau-là, moi je vous conseille 2 éléments. Premièrement, de faire une organisation annuelle. Pour faire une organisation annuelle, vous avez un super outil à votre disposition, c'est votre calendrier universitaire. Votre calendrier universitaire, vous le sous-estimez, mais il vous permet d'avoir une vision d'ensemble de toute votre année universitaire. Donc finalement, quand vous regardez votre calendrier universitaire, vous avez les grandes périodes. Vous n'avez pas à proprement parler vos dates d'examen, mais vous connaissez à peu près la période d'examen. Donc ça vous donne finalement les grandes étapes, les grandes lignes directrices de l'année. Et ça, c'est hyper important de les avoir en tête. Donc dans un premier temps, l'anticipation, ça commence vraiment avec une organisation annuelle. Il faut connaître finalement
les grandes étapes de votre année, quand débute votre année, quand est-ce qu'elle se termine, vos 2 périodes d'examen majeures. Ça, c'est vraiment la première étape. Elle est très très simple, hein. Pour l'instant, on commence doucement. Ensuite, il faut nécessairement vous organiser au niveau de vos semestres. Pour vous organiser au niveau de vos semestres, vous voyez là, on descend d'une strate, vous pouvez utiliser les rétro-plannings. Les rétro-plannings, c'est quoi? C'est finalement le planning dans le sens inverse. Vous partez de la date butoir et vous remontez. Pour ça, je vous conseille encore une fois d'utiliser votre calendrier universitaire. Et par exemple, pour le premier semestre, vous partez de votre période d'examen. Donc techniquement, cette période d'examen, elle est assez large. Si on prend l'exemple, la période d'examen, elle s'échelonne du 11 décembre jusqu'au 22 décembre, puis du 2 ou 3 janvier jusqu'au 24 janvier. Ce n'est pas les dates précises, peut-être que vous allez avoir vos examens condensés entre le 19 et le 20 décembre. Mais au moins, vous avez une idée de la période et il va falloir tout faire pour être prêt pour ce début de période d'examen. Vous voyez ? Donc ça, c'est hyper important. Vous partez de votre date butoir, du début de votre période d'examen, et vous remontez, et vous faites en sorte d'être prêt pour cette période. Et justement, au niveau de l'organisation de votre semestre, on a de la chance, entre guillemets, en droit, c'est-à-dire qu'à peu près dans toutes les facs, au début de l'année, vous n'avez que vos CM. C'est comme ça dans vos facultés? C'est ça, ouais, c'est à peu près partout pareil. On commence, on n'a que les CM, donc c'est le moment où il faut prendre un maximum d'avance parce que finalement, après, vont se rajouter les TD, ensuite vont se rajouter les semi-partiels, les galops et puis finalement les épreuves finales. Donc il faut vraiment, dès le début de l'année, prendre un maximum d'avance. Et après, vous allez voir, votre semestre 1 il est nécessairement un tout petit peu plus long que votre semestre 2. Le semestre 2, ouais, je vois tes signes. Le semestre 2, il va très très vite parce que souvent, après les examens, vous rattaquez, vous n'avez pas spécialement de période de répit. Et puis souvent, les TD, ils rattrapent ils recommencent à peu près en même temps que vos CM. Donc ça, c'est assez difficile pour le semestre 2. Et puis vous avez toute la fatigue finalement du premier semestre qui s'accumule. Mais bon, il ne faut rien lâcher, hein, c'est comme ça, il faut bien terminer votre année. Donc là, si vous l'avez bien suivi, pour votre organisation, la base des bases, c'est vraiment avoir une organisation et une vision d'ensemble sur l'année. Ensuite, vous avez la vision au niveau du semestre. Et puis, nécessairement, on va descendre encore un cran en dessous et on va parler finalement de l'étape la plus intéressante, finalement, c'est l'organisation quotidienne. C'est finalement ce qu'il y a de plus palpable, parce que c'est bien gentil de savoir que votre année, elle commence mi-septembre et elle termine fin avril, début mai, mais concrètement, après avoir eu ces grandes lignes en tête, il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour vous organiser. Alors, quand je vous parle d'organisation, je vous parle pas simplement de to-do list et d'organisation sur la semaine. Même si c'est déjà très bien, de faire ça, c'est des choses que vous utilisez dans votre quotidien, les to-do list, les plannings sur la semaine. Ouais. Bon, ça c'est déjà bien. Mais vous pouvez optimiser la chose, et pour optimiser la chose, au niveau de votre planification, donc c'est la deuxième lettre, hein, si vous en avez suivi. La première c'était anticiper, la deuxième c'est planifier. En l'occurrence, pour la planification, ce que je vous recommande, c'est la méthode GTD. Est-ce que ça vous parle? La méthode GTD. Alors, excusez mon accent, c'est une méthode anglaise, ça s'appelle Getting Things Done. Donc, techniquement, c'est l'art de faire en sorte que les choses soient faites. C'est une méthode qui a été créée par David Allen en 2001. Et c'est un modèle pour finalement vous organiser. C'est un modèle qui se répartit en 5 étapes, sous un petit peu un modèle informatique. Premièrement, vous devez collecter les informations. Ne vous inquiétez pas, je vais détailler tout de suite après. Vous devez collecter les informations. Ensuite, vous devez les traiter, les organiser, réviser et agir. C'est ça, les 5 étapes de cette méthode. Au niveau, si vous voulez, de la collecte des informations.
La collecte des informations, c'est la première étape. C'est tout simplement le listing des tâches que vous avez à faire. Pour cette étape, vous ne cherchez pas à prioriser, vous ne cherchez pas à organiser vos tâches, vous les listez. Vous les listez toutes sur un papier. Et tout simplement, cette étape, elle vous permet de vous décharger l'esprit de toute la charge de travail que vous avez à faire. Et vous ne vous préoccupez vraiment pas de vous dire « celle-ci, il faut que je la fasse en premier parce que j'ai une échéance dans 2 jours. Celle-ci, non, elle est quand même importante. » Non. C'est vraiment une étape de listing. Vous listez tout ce que vous avez à faire sur une feuille. Ensuite, la deuxième étape, c'est le traitement de l'information. Pour traiter l'information, vous pouvez vous poser plusieurs questions. La première question, c'est de savoir si vous avez besoin de faire une action sur la tâche. Si la réponse est oui, donc si vous répondez « oui, j'ai besoin de faire quelque chose pour cette tâche », vous vous posez une deuxième question. Est-ce que cette tâche me prend plus de 2 minutes? Si la réponse est oui, vous faites quoi? Si finalement, vous répondez à la question de savoir la tâche, est-ce qu'elle me prend, oui ou non, plus de 2 minutes à faire? À votre avis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que certains ont une idée? C'est très très simple. Hein. Techniquement, si la tâche, elle ne prend que 2 minutes ou moins, vous la faites tout de suite. Vous la faites immédiatement. Vous ne vous posez pas plus de questions de savoir, oui, je vais m'organiser, je vais la faire demain, après-demain, non, mais j'ai ça à faire, non. Vous la faites. Si elle vous prend que 2 minutes ou moins, vous la faites immédiatement. Si la réponse est non, la tâche, elle vous prend beaucoup plus de temps que 2 minutes. Vous mettez de côté, vous mettez à planifier. Là, on est vraiment au niveau du tri. On fait du traitement de l'information. Et finalement, si vous répondez non, est-ce que vous avez une action sur la tâche? Si vous répondez non, c'est que vous n'avez pas de prise sur cette tâche. Donc vous l'oubliez, vous la mettez de côté et vous ne la faites pas. Si vous n'avez aucune emprise sur la tâche, finalement, pourquoi vous prendre la tête à faire quelque chose dessus si vous n'avez rien à faire sur cette tâche? Donc cette tâche, vous la mettez de côté, vous l'éliminez. Ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est le traitement de l'information. Ensuite, une fois que vous avez traité vos informations, il va falloir les organiser pour toutes les tâches qu'on a dit, ça c'est à planifier parce qu'elle vous prend un petit peu plus de 2 minutes. Il va falloir vous organiser. Et c'est littéralement l'étape où vous allez devoir créer un plan d'action à mettre en œuvre pour réaliser toutes vos tâches. Et pour cette étape, j'aime bien mixer la méthode GTD avec la matrice d'Eisenhower. Est-ce que ça vous parle, cette fameuse matrice? Bon, on n'est pas du tout dans un cours de sciences ou de physique, hein, je vous rassure. Pour cette étape, finalement, ça va vous permettre de booster votre plan d'action. Et elle est fondée sur 2 aspects. Premièrement, l'importance. Donc l'importance, finalement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va contribuer à la réalisation de vos objectifs. C'est quelque chose qui va contribuer à la réalisation de vos objectifs sur le long terme. Ça va être par exemple l'apprentissage régulier de vos cours qui va vous mener à l'obtention de votre semestre et plus loin à l'obtention de votre année, plus loin un concours, etc., votre vie professionnelle. Donc vraiment l'importance, cette notion d'importance, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Cette matrice, elle se fonde également sur la notion d'urgence. L'urgence, c'est vraiment une problématique dans notre quotidien parce qu'on a tendance à gérer que les urgences. Et finalement, ce qui est vraiment important, on le relègue à plus tard et finalement, parfois, malheureusement, on ne le fait jamais. L'urgence, vraiment, c'est quelque chose qui doit être fait immédiatement. Par exemple, c'est votre TD à faire pour lundi. Là, vous n'avez pas trop le choix si vous ne l'avez pas fait, c'est à faire maintenant, c'est urgent. Et à ce niveau-là, par rapport à ces 2 concepts d'importance et d'urgence, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Donc finalement, concrètement, comment utiliser ces 2 notions en pratique? Alors, c'est très très simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. Tout simplement, sur une page blanche, vous faites une croix, de sorte à avoir 4 catégories. Et au niveau de ces catégories, vous mettez en haut urgent et important. De l'autre côté, non urgent et important. En dessous, urgent, non important. Et finalement, non urgent, non important. Là, si vous m'avez suivi, vous faites une croix sur votre feuille, vous avez 4 cases. Dans la première, pour tout ce qui est urgent et important, là, il y a la totale. C'est vraiment ce qu'il y a à faire tout de suite. C'est
faire immédiatement parce que c'est à la fois urgent et c'est à la fois important. Et c'est par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être votre DD à faire pour lundi. Alors ça c'est urgent et en plus c'est important parce que si vous avez une bonne note, vous aurez une bonne note en DD, vous aurez des points d'avance pour l'examen, ensuite ça vous met dans de meilleures prédispositions pour la validation du semestre, de votre année, et ça s'enchaîne finalement. Toutes les petites étapes, elles s'accumulent et au fur et à mesure, vous avez un gros résultat derrière. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Quand c'est urgent et important, c'est à faire tout de suite. Vous ne vous posez pas plus de questions, vous le faites immédiatement. Pour la seconde catégorie, ce qui est non urgent mais important, c'est ce qui va être à effectuer en second. Une fois que vous avez fait tout ce qui est urgent et important, vous faites vraiment ce qui est non urgent et important. Ça va être par exemple l'apprentissage régulier de vos cours, hein, vous mettre à jour dans l'objectif de valider vos examens, de valider votre semestre. Ça va faire en second. Au niveau de la hiérarchie, vous ne vous prenez pas la tête, c'est ce que je fais en second. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ce qui est urgent mais non important. À votre avis, c'est quoi ce qui est urgent mais qui n'est pas vraiment important? Est-ce que vous avez une petite idée? Non? Alors, ce qui va être urgent et non important, c'est par exemple les tâches du quotidien. Il va bien falloir aller faire ses courses, ses machines, parce qu'il faut bien s'habiller, il faut bien manger, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est urgent, parce qu'il faut faire ses courses, il faut manger, comme je vous le disais, mais c'est pas important. C'est pas ça qui vous fera réussir votre année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, cette catégorie-là, vous le faites en troisième. C'est la troisième chose à faire. Une fois que vous avez fait ce qui est urgent important, ce qui est non urgent mais important, vous faites ça. Vraiment, tout ce qui est urgent mais non important. Et finalement, la dernière catégorie, c'est ce qui est ni urgent ni important. Et ça, vous le faites en dernier si vous avez fait tout ce qu'il y avait avant, ou sinon, vous le reléguez à plus tard quand vous aurez un petit peu de temps. Vous comprenez un petit peu cette idée d'organisation et finalement, ça vous aide réellement au quotidien. Vous ne prenez pas plus la tête, vous faites cette croix, vous mettez en haut les différents titres et vous classez tout ce que vous avez là-dedans. Donc ça, c'est hyper intéressant pour s'organiser au quotidien. Et l'utilisation finalement de cette matrice, ça vous permet de répartir, de classer et de prioriser les tâches à faire. C'est finalement ce dont vous avez besoin au quotidien pour vous organiser. Finalement, au niveau de la suite de cette méthode GTD, je vous ai dit qu'il y avait 5 étapes. La quatrième étape, elle s'appelle réviser. Alors, cette étape, ça veut tout simplement dire, alors c'est pas du tout la révision de vos cours, hein, cette étape, ça veut simplement dire de suivre l'évolution des tâches que vous avez à faire pour suivre finalement leur bonne exécution. Donc c'est tout simplement un check-up, voir si tout avance correctement. Et finalement, la dernière étape, c'est l'action. Nécessairement, c'est bien de s'organiser, mais il faut passer à l'action plus que tout. Et finalement, la répétition de tout ce qui précède, ça va créer une dynamique. Et c'est cette dynamique qui va être importante à retenir parce que vous ne verrez pas forcément les résultats de vos actions demain au quotidien. C'est le même principe quand vous allez à la salle de sport, faites une super séance, vous regardez dans le miroir, il n'y a pas spécialement de différence, malheureusement. Mais vous revenez 6 mois après, je vous assure que vous prenez en photo avant versus après, vous verrez une réelle différence. C'est le même principe avec une bonne organisation. Vous n'allez pas forcément voir d'impact dans votre quotidien tout de suite, à l'instant T, mais vous verrez à la fin de l'année, vous aurez réellement gagné du temps. Et surtout, vous arriverez dans de meilleures prédispositions à vos examens finaux, parce que finalement, c'est ça le but. Le but, c'est de s'organiser pour diminuer le stress et arriver dans les meilleures prédispositions possibles pour l'examen. Parce qu'on le sait, ça arrive, et c'est même possible de réussir en ouvrant son cours la veille. C'est arrivé peut-être à certains d'entre vous, c'est un peu un coup de chance. Mais on va pas se mentir, l'état mental dans lequel vous êtes quand vous faites ça, il n'est pas très beau, hein. Il n'est pas beau du tout. Donc finalement, il faut un petit peu prendre sur soi, entre guillemets, et s'imposer une certaine discipline. Et ça vous aidera concrètement à aller plus loin dans vos études. Et finalement,
je vais vous parler d'un dernier point au niveau de la répartition de vos tâches. J'ai un dernier conseil à vous exposer pour créer des tâches, j'ai envie de dire, intéressantes, pour fixer des objectifs correctement. Est-ce que vous connaissez la méthode SMART? Est-ce que ça vous parle? Non, pas spécialement. Alors, la méthode SMART, elle est ancienne, hein, elle a été inventée en 1954 par un professeur américain, si je ne dis pas de bêtises, et elle est là pour s'organiser correctement et planifier un maximum de choses en créant des objectifs réalistes et réalisables. Parce que ça ne sert à rien de vous faire une liste de 50 choses à faire dans la journée. C'est complètement contre-productif d'avoir des objectifs irréalistes, puisque finalement, vous n'allez pas arriver à terminer votre to-do list. Et ça va créer quoi? Eh bien, ça va créer de la contrariété, de la frustration. Vous allez vous dire, bon, bah, j'ai essayé de m'organiser, mais finalement, ça n'a pas marché, je ne suis pas arrivée à faire les choses. Et c'est totalement contre-productif. Alors, pour pallier à ça et faire des to-do list, si vous voulez, cohérentes, vous pouvez utiliser cette méthode SMART. Et cette méthode SMART, au niveau de l'acronyme, le S, c'est pour simple ou spécifique. Il faut toujours avoir un objectif, ou une tâche, qui est simple et spécifique. Pour permettre la bonne compréhension de l'objectif, on a tendance à dire une action, un objectif. Par exemple, si vous vous dites, je veux mon année, je veux réussir mon année, je pense que tout le monde a envie de ça, et bien, c'est pas spécialement spécifique, c'est pas spécialement concret. Oui, c'est bien, vous voulez valider votre année, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez valider votre année à 12, à 14? Est-ce que vous voulez juste le minimum, parce que c'est extrêmement difficile, vous voulez 10? Il faut formuler votre objectif de manière un petit peu plus précise. Donc, en l'occurrence, je veux réussir mon année, c'est pas assez précis. Vous pouvez plutôt énoncer la chose suivante. Je veux valider mon année à 12-14. Voilà, c'est ça mon objectif. Ensuite, pour le M. Le M, ça signifie mesurable. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, techniquement, si on reprend l'exemple que j'ai pris concernant la réussite de l'année, à la fin de l'année, vous allez savoir, vous allez avoir la mesure finalement pour votre objectif, vous validez ou pas. Donc le M, c'est vraiment, vous devez avoir une unité de mesure pour mesurer votre objectif. Le A, c'est pour atteignable ou encore acceptable. Ça ne sert à rien de viser la lune, d'accord? Si vous avez beaucoup de difficultés, ça ne sert à rien de se dire « je veux valider mon année avec 18 ». C'est beaucoup trop ambitieux. Il vaut mieux être un petit peu plus réaliste. On a le droit de monter un petit peu. Si vous avez beaucoup de difficultés, vous vous dites bah, j'ai envie de valider mon année à 10-12. Voilà. Si vous avez des mauvaises notes, vous ne pouvez pas envisager de valider votre année à 18 ou à 19. Ça peut arriver, hein, c'est sûr, mais ça ne sert à rien de se fixer des objectifs trop hauts. Il faut vraiment des objectifs qui sont concrètement atteignables. Vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là? Et pour mesurer finalement le fait qu'il soit atteignable ou acceptable, il faut vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai les compétences pour? Est-ce que j'ai les ressources? Mais également, est-ce que j'ai du temps? Parce que c'est bien gentil de dire je veux valider mon année quand on est le 1er septembre, mais finalement, là aujourd'hui on est le 26, hein, le 26, les examens ça arrive hyper rapidement. Alors à ce niveau-là, au niveau du temps, il faut jauger, d'accord? Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses en début d'année et à la fin de l'année. Alors ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez pas avoir votre année, hein, loin de là. Mais c'est sûr que si vous avez beaucoup de difficultés là maintenant, vous ne pourrez pas forcément valider à 15-18, d'accord? Il faut plutôt viser quelque chose de plus atteignable. Donc c'est ça, vraiment les questions, c'est est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai le temps nécessaire à accorder à cet objectif? Et ça c'est le même principe dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous avez envie de perdre, je ne sais pas, du poids. Vous ne pouvez pas vous dire j'ai envie de perdre 30 kilos en 2 semaines. Voilà, là c'est un petit peu plus parlant, mais ça se transpose à tous les pans de votre vie. Et ça rejoint l'autre chose, c'est le fait
que l'objectif doit être réaliste. Le R, c'est pour réaliste, et ça suit un petit peu le A. Au niveau de la réalité de l'objectif, il faut vraiment que l'objectif soit pertinent. D'accord ? Et finalement, la dernière lettre, c'est le T pour temporel. Il faut nécessairement vous imposer une limite temporelle pour réaliser vos tâches et vos objectifs, sinon ça n'a pas de sens. Si vous vous donnez 6 mois pour faire une tâche alors que vous avez besoin de 3 semaines, c'est pas du tout opportun. Il faut vraiment essayer de juger au niveau du temps que vous avez accordé à votre tâche ou à votre objectif, et surtout de prévoir concrètement. Okay. Donc cette méthode finalement, elle vous permet d'établir des objectifs et des tâches très très précises, et ça permet d'être beaucoup plus concret. Donc une fois finalement que vous avez effectué tout cela, hein, donc l'étape de l'anticipation, l'étape de la planification annuelle, semestrielle, finalement quotidienne, et bien il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, et pour passer à l'action, vous devez nécessairement échelonner. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez prévu en un jour, en une semaine ou en un mois pour certains objectifs. Il faut nécessairement échelonner dans le temps et répartir votre charge de travail. Et après, bon, il vous reste une seule chose à faire, c'est passer à l'action, tout simplement, entre guillemets. Une fois que vous avez fait tout ce travail, oui, je vois certaines têtes, oui, il faut passer à l'action. Vous ne pourrez pas réussir votre organisation, vous ne pourrez pas réussir à la fac sans passer à l'action. Rien n'arrive par hasard, et vous avez le fruit de votre travail. Et finalement, je vais terminer là-dessus. Il ne faut pas chercher à devenir quelqu'un de parfait. Il faut plutôt chercher à constamment progresser. Vous voyez, la perfection, de toute façon, ça n'existera pas. Il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. C'est comme dans tout, il y aura toujours quelqu'un plus riche que vous, plus intelligent que vous. Donc, c'est pas très opportun de chercher la perfection. Il faut chercher plutôt la progression continue, l'amélioration constante. Et enfin, il ne faut pas voir l'organisation comme votre bête noire. Il faut vraiment voir ça comme un outil qui est à votre disposition pour optimiser votre temps. Et on est tout le temps à la recherche du temps quand on est étudiant, et vous le verrez encore plus dans votre vie professionnelle par la suite. Et finalement, j'aimerais terminer sur cette étude que j'ai trouvée particulièrement intéressante du docteur Gaël Maffio, qui démontre que la probabilité d'atteindre ses objectifs, elle augmente de 42% si vous les couchez sur papier. Donc, c'est une étude concrète qui a été faite sur des milliers de personnes. Si vous couchez sur papier vos objectifs, donc noir sur blanc, vous avez 42 fois plus de chances d'atteindre ces objectifs. Et si on transpose cette même logique à l'organisation, c'est la même chose. Plus vous allez vous organiser concrètement, plus vous allez avoir de chances de réussir ce que vous avez envie de faire. Et à ce niveau-là, je vais terminer là-dessus avec ma copine ici présente. On a créé pour vous des outils d'organisation, des planeurs, des agendas, des to-do list, vraiment qui sont pensés pour l'organisation des étudiants. Donc si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas, c'est Ambitieuse & Co, c'est disponible, donc on a un compte Instagram, et vous avez le site internet dans ma bio ou dans la bio du compte, donc n'hésitez pas, c'est vraiment pensé pour les étudiants au niveau de l'organisation. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute, et je vais vous souhaiter à tous de la réussite dans tous vos projets, pas uniquement universitaires, mais dans votre vie en général. Voilà, merci à vous.